Vidéo, elle vise à réviser les règles cartographiques car une des épreuves en géographie, c'est de lire, compléter ou réaliser une carte et donc il faut respecter certaines choses comme la nomenclature. Qu'est-ce que c'est? Ça représente les noms qu'on va indiquer sur la carte. Donc, par exemple, ici sur cette carte, il y a une nomenclature qui est utilisée. Par exemple, le titre, il est écrit, alors là, il n'y a pas de titre, mais normalement, il est écrit de préférence en noir et en majuscule en haut de la carte. Le nom des océans doit être écrit en bleu et en majuscule. Le nom des mers et des fleuves les plus importants, c'est pareil, c'est en bleu, mais par contre, c'est en minuscule. Le nom des pays, ça doit être écrit en noir et en majuscule. Parfois, ça peut être encadré. Et le nom des villes et des lieux à cartographier, ça peut être des ports ou des villes, doit être écrit en noir et en minuscule. Donc, si vous voulez un exemple précis de la nomenclature, voilà ce qu'il faut respecter ici. Ensuite, on va s'attarder sur les types de cartes. Il y en a plusieurs. Alors, vous avez la carte physique qui, elle, montre les caractéristiques naturelles du terrain comme les montagnes, les rivières, les forêts. Donc, la carte des fleuves de France, des reliefs, etc. C'est une carte physique. Vous avez également la carte politique qui indique les frontières entre les pays, entre les villes, les régions administratives. Un exemple de carte politique, c'est la carte des pays de l'Union européenne que vous voyez ici. Vous avez également la carte thématique qui, elle, va se concentrer sur un sujet en particulier. Ça peut être la densité de population, le climat, les ressources naturelles ou d'autres choses. Donc là, par exemple, la carte sur la densité de population dans le monde est une carte thématique. Or, parfois, vous avez des cartes multithématiques, c'est-à-dire que plusieurs thèmes sont évoqués dans cette carte. Ensuite, une carte par anamorphose. Donc là, elles sont un peu particulières. Généralement, elles déforment les surfaces des territoires parce que c'est en fonction de la variable qui est étudiée. Là, vous avez 3 types de cartes par anamorphose. La carte par anamorphose classique, je dirais, c'est les territoires qui ont des contours très déformés mais contigus. Là, ici, l'agencement des territoires est souvent respecté. Vous avez aussi le cartogramme de Demers ou Carboyer. Ici, les territoires sont représentés sous forme de carrés contigus ou non. Mais par contre, l'agencement des territoires n'est pas forcément respecté. Et enfin, la dernière, c'est le cartogramme de Dorling, ici, où les territoires sont représentés sous forme de cercles contigus ou non. Et là aussi, l'agencement des territoires n'est pas forcément respecté. Donc ici, par exemple, vous avez une carte par anamorphose et c'est un cartogramme de Demers parce que vous voyez que les territoires sont représentés sous forme de carrés. Or, la carte de la répartition du pays mondial qui se trouve ici est une carte donc par anamorphose. Et enfin, dernier type, c'est la carte topographique, donc là qui va détailler les élévations et les reliefs du terrain, souvent avec des courbes de niveau. Donc la carte, ici vous avez la carte topographique des Alpes, où on voit justement les reliefs du terrain et les courbes de niveau. On peut faire un petit exercice. Donc ici, il s'agit de différencier, de repérer en fait à quel type de carte on a affaire. Donc là, on voit bien que c'est une carte topographique. Ici, c'est une carte multithématique qui traite de plusieurs thèmes. Ici, c'est une carte par anamorphose. On voit que les pays sont déformés. On peut même préciser que c'est le cartogramme de Demers. Ici, c'est une carte thématique simple puisqu'on a des pays. Ici, c'est une carte sur la densité de population en France. Donc, il n'y a qu'un thème, c'est une carte thématique simple. C'est une carte par anamorphose ici et plus particulièrement le cartogramme de Dorling, puisque vous voyez que les territoires sont représentés sous forme de cercles contigus. Là, vous avez clairement une carte topographique avec l'élévation du terrain. Une autre carte par anamorphose, c'est la classique ici. Une carte topographique encore. Ici, on voit qu'il n'y a qu'un thème, c'est l'altitude. Donc, on est dans la carte thématique simple. Ici, on voit qu'il y a plusieurs thèmes par contre. Donc, on est dans la carte multithématique. Et ici, c'est la même chose, une carte multithématique,
Donc on peut la ranger ici. On vérifie si on a tout juste, c'est bon. On va passer à la suite. Alors, avant de voir les figurés, il faut savoir différencier, les informations qualitatives. Donc, là, ça va être les informations c'est lorsque l'information, est une phrase, un nom ou un adjectif. Dans ce cas-là, pour les informations qualitatives, vous pouvez représenter des informations de différentes natures ou établir une hiérarchie. Et puis vous avez les informations quantitatives, c'est-à-dire, lorsque l'information est un nombre. Là, vous pouvez représenter une information relative ou un pourcentage ou une proportion, ou alors représenter, une information chiffrée, ou une valeur absolue. Alors, il y a 3 types de figurés, sur une carte. Vous pouvez avoir des figurés de surface, c'est-à-dire, des plages de couleurs qui servent à représenter une zone, une surface ou un espace. Ça peut être un pays, un espace touristique ou industriel, et ils sont toujours réalisés au crayon de couleur. Faut pas utiliser, les feutres ou les surligneurs pour colorier les surfaces. Certains correcteurs peuvent retirer des points, si vous le faites. En légende, les figurés de surface sont toujours indiqués sous forme, de rectangles comme, ceux que vous pouvez voir, ici au-dessus ou là. Vous avez ensuite les figurés linéaires, donc là, ça va être les lignes et les flèches. Ils sont souvent utilisés pour indiquer les interfaces, les trajets, les frontières, les axes de transport, les flux de tout type aussi, hein, les flux maritimes, les flux de commerce, les flux d'IDE, c'est-à-dire, d'indices de développement, à l'étranger, les flux migratoires, et tout ce qui représente un mouvement, en fait, est matérialisé par un figuré linéaire. Ils servent à représenter les flux et les phénomènes dynamiques. Or, pour rappel, les flux, représentent les déplacements. Ça peut être des déplacements de population, d'informations, de marchandises. Ils peuvent être, ces flèches peuvent être à sens unique lorsque le mouvement est lui aussi à sens unique. Ou ça peut être des flèches à double sens comme ici, lorsqu'un retour est observé, par exemple l'immigration pendulaire, c'est-à-dire le déplacement des populations de leur lieu d'habitation vers leur lieu de travail et inversement. C'est un mouvement d'aller-retour qui doit être représenté par une flèche à double sens. Vous avez aussi les pointillés qui vont être employés pour représenter les interfaces ou les projets, par exemple les projets d'extension d'un axe de transport. Donc, voilà pour les figurés linéaires. Et puis vous avez les figurés ponctuels qui sont de forme géométrique et qui vont localiser un lieu précis dans l'espace. Ça peut être des villes, des ports, des mines, des industries, des technopoles, des aéroports. Et en général, les villes sont représentées par un cercle, car utiliser ce figuré permet justement d'augmenter facilement son diamètre en fonction de l'ordre de grandeur que l'on souhaite exprimer. Et puis vous avez aussi d'autres figurés ponctuels comme, le carré, le triangle, le technopole, losange, et cetera. Alors vous avez cet exercice pour vous entraîner. Bon, on va pas perdre trop de temps, à le faire, mais, vous pouvez très bien, le faire. Il suffit d'aller sur Learning Apps, vous tapez «Construire la légende d'une carte ou d'un croquis» et vous arrivez dessus. Ensuite, les couleurs des figurés, c'est important également. Ça a une signification. C'est toujours préférable d'utiliser des couleurs évocatrices qui sont parfois considérées comme conventionnelles par les géographes. Par exemple, pour la mer et les cours d'eau, on va utiliser le bleu, pour la forêt et les espaces ruraux, le vert, pour l'industrie, le violet, et cetera. Et puis, ça permet aussi de montrer une intensité. Donc, du moins dynamique au plus dynamique, on va aller du jaune en passant par l'orange, vers le rouge, et du moins négatif au plus négatif, du bleu vers le violet. Ça peut être la même chose aussi pour, varier les tailles et les épaisseurs, pour classer l'importance des phénomènes. Donc au niveau des flèches, des lignes ou des cercles, on va montrer que la valeur est plus ou moins importante en épaississant le trait de la flèche ou le trait de la ligne ou le rond. La légende, elle est importante, elle est primordiale même, je dirais, pour interpréter, puisqu'elle explique d'une part les figurés, elle permet d'interpréter correctement la carte et elle rend la carte plus visible et plus utile.
On peut faire ce quiz. Quelle est la principale fonction d'une légende? C'est d'expliquer la signification des symboles et des couleurs. Infigurer peut être une image, un symbole ou une couleur qui représente un élément cartographique. C'est vrai. Quel symbole est souvent utilisé pour représenter une ville sur une carte? On a vu que c'était le rond. Que représente un figuré linéaire sur une carte? Donc, ce sont des déplacements, des échanges, des limites, des voies de communication. Qu'est-ce qu'un figuré ponctuel? C'est une symbolique représentant un élément précis que je peux pointer du doigt. C'est généralement un lieu précis. Quel type de figuré est utilisé pour représenter un axe de communication? C'est une ligne continue. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de comparer une carte sur l'empreinte écologique par pays dans le monde et aussi une carte sur l'indice de performance environnementale par pays dans le monde. Donc, l'empreinte écologique, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous voyez, c'est la carte sur l'empreinte écologique par pays dans le monde. Vous voyez que la légende vous permet de comprendre et d'interpréter. Donc ici, le code couleur vous montre que les couleurs vert foncé sont les plus vertueux, c'est-à-dire sont ceux qui ont une empreinte écologique la plus faible et donc qui ont un impact environnemental faible. Et à l'inverse, les couleurs chaudes, donc au plus vous allez vers le rouge, au plus ça signifie que votre empreinte écologique est forte et que donc votre impact environnemental est élevé. Donc l'empreinte écologique, elle mesure les surfaces biologiquement productives de terre et d'eau qui sont nécessaires pour produire les ressources consommées et aussi pour observer les déchets générés. Ça a été lancé lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 92 et ça a été diffusé par le WWF. Donc l'empreinte écologique mesure les dégradations que subit l'environnement à partir des surfaces qui sont exploitées par l'homme. Et de ce point de vue, les pays les plus vertueux sont donc les plus pauvres, comme on peut le voir ici, notamment pour l'Afrique subsaharienne. Et donc, ce sont souvent ceux dont le développement est le moins avancé. Tous les PMA présentent avec cet indicateur une empreinte écologique très faible. Et à l'inverse, les moins vertueux sont les pays développés ou les pays pétroliers. Donc, parmi les 3 moins vertueux, on trouve un pays développé du Nord, comme le Danemark ici, et deux pays pétroliers comme le Qatar et les Émirats arabes unis. On a aussi les États-Unis et le Canada qui ont une consommation par habitant extrêmement élevée, ainsi que l'Australie. On a également la Belgique et les Pays-Bas qui ont une empreinte écologique très forte. Donc l'empreinte écologique, elle permet de mesurer la catastrophe et la déprédation environnementale, alors que l'IPE que vous avez ici, la carte sur l'IPE d'indice de performance environnementale, elle va mesurer par contre l'amélioration et l'efficacité des politiques. Ainsi, les pays développés, on a vu ici qu'ils étaient les plus pollués. Ce sont ceux qui ont donc une empreinte écologique forte, mais ce sont ceux aussi qui ont les moyens de mettre en place des politiques de remédiation environnementale fortes aussi et efficaces. Et à l'inverse, les PMA qui ont un environnement avec une empreinte écologique faible, car ils consomment peu, n'ont par contre pas les moyens de mettre en place des politiques améliorant leur situation puisqu'ils ont un IPE qui est faible. Donc la dégradation de l'environnement, on voit bien que c'est un phénomène mondial avec le réchauffement climatique, la pollution qui est transportée par les vents ou les eaux, et donc ça ne connaît pas les frontières. Ces cartes qui essayent de mesurer l'état environnemental du monde sont souvent contradictoires, c'est ce qu'on vient de voir ici, et en même temps clairement logiques.
Ainsi, l'indice de l'empreinte écologique qui mesure les dégradations de l'environnement, alors que l'IPE mesure surtout l'amélioration et l'efficacité des politiques environnementales, ces indicateurs ne sont pas tout à fait représentatifs du développement durable parce qu'ils ne prennent pas en compte ou mal les dimensions économiques, sociales et culturelles du développement durable. Et donc, les États qui sont émetteurs de grandes quantités de gaz à effet de serre, notamment le CO2, et qui sont la Chine, les États-Unis. Alors, je vais peut-être montrer la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie ou le Japon. Ce sont des puissances anciennement développées ou émergentes. Ce sont des gros pollueurs car ce sont des géants démographiques. Mais ce critère n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir une économie développée, une utilisation d'énergie polluante comme le charbon. Ainsi, bien que le Nigeria soit un géant démographique, lui ne fait pas partie des gros pollueurs car son développement économique reste encore faible. Et les États les plus fragiles sont les victimes de dégradation environnementale. Ils cumulent les problèmes comme la raréfaction de l'eau, la désertification, la déforestation, la montée des mers et des océans. Et cette fragilité, elle fait craindre le risque de migration possible de millions de réfugiés climatiques. Et donc, en dépit des sommets internationaux pour l'environnement, Kyoto, Rio de Janeiro, Copenhague et Paris, une gouvernance mondiale pour gérer la question environnementale n'est toujours pas en place. La COP 21 en 2015 a vu la signature pour la plupart des pays du monde d'un accord, mais il ne s'agit que d'un accord de principe qui n'oblige pas les pays à s'engager sur des objectifs chiffrés avant 2023 et qui ne prévoit pas de sanctions en cas de débordement. On va passer à la suite. Donc, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que pour analyser une carte, il faut veiller à la présence du titre, de l'échelle, de la légende. Cette légende comprend des figurés de surface linéaire ou ponctuelle en fonction de l'étude qui est faite. On a vu que les couleurs des figurés de surface ont leur signification et aide pour analyser et interpréter, tout comme la taille des figurés linéaires qui permet de donner une indication sur la valeur du paramètre étudié. Et pour procéder à l'analyse de la carte, je dois présenter la date, le sujet, l'échelle. Je dois aussi décrire et observer les espaces de concentration et de vide de figurés. Et je dois analyser en indiquant ce que nous apprend cette carte et quelles problématiques elle soulève.